Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sur ce plateau avec moi pour co-présenter cette émission, nous recevons aussi Pierre Cottier, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, et Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes, un petit peu moins pour réagir à l'émission et puis poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors Pierre Laurent, c'est aujourd'hui le grand jour, le grand oral pour Manuel Valls, nouveau Premier ministre. Vous avez déjà annoncé qu'après son discours de politique générale, vous ne voterez pas la confiance au nouveau gouvernement. Vous allez peut-être même voter contre, vous allez nous le dire. Pourtant, il semblerait que le nouveau Premier ministre puisse donner des gages à la gauche de la gauche, notamment avec le pacte de solidarité et la baisse annoncée des charges et des cotisations salariales annoncées prochainement. Est-ce que finalement, il ne faut pas donner une chance à Manuel Valls? Écoutez, je me rends immédiatement après à la réunion du groupe parlementaire et donc nous allons décider de notre vote. Personnellement, je plaiderai le vote contre dans cette réunion parce que la feuille de route qui a été confirmée par le président de la République est la même que celle qui nous a conduit dans l'échec, puisque la courbe du chômage n'a pas été inversée, et dans l'échec politique avec le désastre des municipales pour la gauche. Donc nous ne voyons pas comment, en poursuivant et même en amplifiant cette politique avec le pacte de responsabilité et un plan de 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, on pourrait faire mieux, on risque de faire moins bien. On est sûr d'aller à l'échec pour les Français, parce que c'est ça qui nous préoccupe, et nous n'avons pas l'intention d'apporter notre approbation à une politique qui, je le répète, conduit le pays, la France, les Français, ceux qui attendent des solutions au chômage, et la gauche tout entière dans l'échec. L'annonce d'une baisse d'impôts prochainement, l'annonce d'un pacte de solidarité, vous saluez cette initiative? Mais il n'y a pas d'annonce de baisse d'impôts, puisque toutes les hausses d'impôts qui ont été faites, et même les plus injustes, comme celle sur la TVA, sont confirmées dans les prochains budgets. Et la seule mesure qui, semble-t-il, va être annoncée, c'est une mesure qui viserait à prendre dans la poche des travailleurs sur les cotisations sociales pour la mettre dans l'autre poche des travailleurs. Mais ça fait zéro impôt de plus pour les salariés, puisqu'on dégrade d'un côté ce qu'on prétend leur donner de l'autre. Donc, dans ce que j'entends dire des mesures que va annoncer le Manuel Valls cet après-midi, il n'y a aucune amélioration du pouvoir d'achat des salariés. Même pire, puisqu'on parle par exemple du gel confirmé pour 3 ans du point d'indice pour les fonctionnaires. Autrement dit, un blocage inédit, historique des salaires dans l'ensemble de la fonction publique. Je rappelle que dans la fonction publique, 75% des salariés sont des salariés de catégorie C, c'est-à-dire des très petits salaires. Donc qu'on ne nous dise pas qu'on se dirige vers une amélioration du pouvoir d'achat. Au cœur du projet Hollande, il y a le pacte de compétitivité. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème de compétitivité des entreprises en France? Et est-ce que c'est faire un cadeau au patron, comme vous dites, que d'alléger les charges? Mais il y a deux questions. Il y a ce qu'on appelle les charges, ce sont des cotisations sociales qui servent à financer la protection sociale. Si on supprime ces cotisations sociales, il faut savoir par quoi on les remplace. Sinon, ça veut dire qu'on dégrade la sécurité sociale, donc on dégrade la situation des salariés, parce qu'on dégrade l'assurance maladie, la retraite, la protection, l'indemnisation du chômage. Par contre, il y a un problème de charges dont on ne parle pas, qui sont les charges financières sur les entreprises. Je rappelle que la totalité des dividendes versés par les entreprises, des frais financiers, des frais bancaires des entreprises, représente le double de la totalité des cotisations sociales payées par le patronat dans les entreprises. Or, de ça, on ne parle jamais. Nous disons qu'il faut s'attaquer aux charges financières, il faut diminuer les dividendes qui, je le répète, ont continué à augmenter en 2013, notamment dans les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire qu'il y a des marges dans les entreprises, mais au lieu de l'utiliser à la relance sociale, à la relance de l'investissement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ces charges pour rémunérer les actionnaires financiers, pour rembourser à des taux qui sont trop importants les banques, pour alimenter la croissance financière qui nous a mis dans le mur. Et à cela, le pacte de responsabilité non seulement ne s'attaque pas,
Mais il continue dans la même voie. C'est pour ça que nous ne le soutiendrons pas. Alors, le gouvernement Valls, c'est quand même aussi la promotion de personnalités de l'aile gauche du PS, notamment Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une volonté de donner des gages à la gauche? Écoutez, soyons sérieux. Tout le monde le constate. Ceux qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui, c'est la droite du Parti socialiste et la droite du PS. Et ils ne le font pas c'est pas en donnant soi-disant à la gauche de la gauche, c'est que la gauche tout entière est mise à l'envers par ces choix. Même Benoît Hamon, même parce que la majorité des gens de gauche, et on vient de le voir dans les élections municipales d'ailleurs, il ne faut pas faire des plans sur la comète, ne se reconnaissent pas dans cette politique. Ils ne se reconnaissent pas dans cette politique. Et si on avait à demander aux électeurs de gauche qui ils voient comme Premier ministre, ils ne nommeraient pas Manuel Valls. Justement, Pierre Laurent, il y a 90 députés hier qui, depuis quelques jours, se font entendre à la gauche du PS et ont proposé au gouvernement un contrat de majorité. En tout cas, les 20 qui menacent aujourd'hui de ne pas voter la confiance se situent plutôt à l'aile gauche du PS. Mais cela dit, est-ce que vous saluez cette initiative ou est-ce que selon vous c'est un coup d'épée dans l'eau, ce contrat de majorité? Non, mais moi je salue tous ceux qui enfin se manifestent pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Et effectivement, cette initiative, elle montre au moins une chose, c'est qu'il y a un doute très profond, et je le répète, pas seulement dans la gauche du PS, comme on dit, mais dans le PS tout entier, il y a un doute très profond sur la nomination de Manuel Valls, qui est imposée par le président de la République à une majorité, un parti socialiste, qui manifestement sont très sceptiques sur ce choix. Eh bien, il y a une idée que moi je partage dans le texte en question, il y aurait beaucoup d'autres choses à discuter, mais que c'est au Parlement de faire les lois. Et qu'il faut cesser une situation où le gouvernement et le président de la République imposent à sa propre majorité des lois sans aucune possibilité de les amender au Parlement. Il faut que le Parlement retrouve sa liberté de manœuvre, qui est constitutionnelle. C'est au Parlement de faire la loi. Et il faut, moi j'appelle les parlementaires de gauche à retrouver leur liberté d'action. Et quand par exemple le pacte de responsabilité... Les de gauche a voté contre aujourd'hui. Mais par exemple, quand le pacte de responsabilité va dans la mauvaise direction et que quand vous discutez avec les uns et les autres, tout le monde le reconnaît, eh bien il faut changer ce pacte de responsabilité. Et il y en a assez d'un gouvernement et d'un président de la République qui viennent en disant... À ces parlementaires, maintenant il faut mettre le doigt sur la petite... Les écologistes, eux, ont fait le choix de sortir du gouvernement, enfin, sous réserve qu'ils n'y retournent pas dans 15 jours. Est-ce que c'est un bon choix? Et est-ce que vous imaginez une alliance possible avec eux dans une opposition en dehors de la majorité? Mais non seulement je l'envisage, mais je pense que leur acte est un acte manifestement de défiance à l'égard du nouveau Premier ministre. Ils ne se reconnaissent pas dans ce choix. Ils ont décidé de sortir du gouvernement. Je le répète, le problème n'est pas de constituer une opposition, comme on dit. Je pense qu'il faut un nouveau pacte majoritaire de la gauche. Parce que les choix dans lesquels s'enfonce le président de la République, moi je crois que la grande majorité des gens de gauche ne se reconnaissent pas dans ces choix. Donc moi j'appelle les socialistes, les écologistes, avec le Parti communiste et le Front de gauche, à constituer progressivement un nouveau pacte majoritaire sur d'autres choix que ceux qui vont être défendus cet après-midi par Manuel Valls. C'est vrai sur les questions de l'emploi, parce qu'il faut une autre politique que le pacte de responsabilité. C'est vrai sur l'investissement public. C'est vrai pour mettre en cause les choix d'austérité qui ont été confirmés par le gouvernement, puisque nous sommes à une nouvelle fois allés plaider, si je puis dire, notre cause à Bruxelles, mais on sait que Bruxelles et les Allemands vont rester inflexibles pour nous imposer. On peut se permettre de faire du déficit, vu l'état du pays. Mais nous faisons du déficit. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, la politique actuelle ne le réduit pas, ce déficit. Parce que quand on dégrade autant l'emploi comme on le fait, quand on dégrade autant la création de richesses, eh bien on crée les conditions d'une aggravation des déficits. Et en Europe, ça fait maintenant 5 ans qu'on nous dit que pour résoudre la crise, il faut imposer des cures d'austérité maximum. Résultat, la situation sociale en Europe se dégrade partout. On va y venir, Pierre Laurent. Donc moi je crois que, évidemment qu'il faudrait assainir les finances publiques, mais pour assainir les finances publiques, il faut retrouver une relance de l'activité sur des bases nouvelles. Donc il faut allier la relance de l'activité
avec de nouveaux objectifs sociaux, écologiques, industriels. Et pour le moment, ça n'est toujours On pas va passer à un nouveau chapitre. On va revenir rapidement sur les municipales. On a beaucoup de questions d'internautes là-dessus. Pierre, une question? Oui, notamment, vous avez perdu beaucoup de bastions, notamment en banlieue parisienne. Et les internautes se demandent aussi, est-ce que vous êtes déçus par ces résultats? Il y a deux choses dans les résultats des élections municipales. La première chose, c'est que le Parti communiste, dans une situation, et ses alliés du Front de gauche, dans une situation qui est une situation de Bérésina pour le Parti socialiste, conserve la très grande part de ces positions municipales. Puisque nous conservons à peu près 75% de l'ensemble de ce que nous avions comme position, et nous dirigeons 150 villes de plus de 3500 habitants, c'est-à-dire que nous restons, et de très loin, la troisième force politique municipale du pays. Ça, c'est le verre à moitié plein. Maintenant, il y a eu des pertes, effectivement, il y a eu des gains aussi. Dans la ceinture rouge, il y a eu des gains qui sont intéressants à regarder, parce qu'il y a eu des gains importants Montreuil, aussi. Saint-Denis, Montreuil, Aubervilliers et d'autres villes, Thiers dans le Puy-de-Dôme, Onnaing dans le Nord. Bon. Donc il y a des gains qu'il faut regarder, mais il y a des pertes et il y a un solde négatif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, malgré une bonne résistance dans les résultats de premier tour des listes conduites par le Parti communiste et le Front de gauche, au deuxième tour, le bas niveau de la gauche nous empêche de résister à la vague bleue. Donc il faut effectivement, nous regardons ces résultats, nous les prenons très au sérieux, et cela, à mon avis, doit nous inciter à relancer, à continuer notre politique de résistance à la politique gouvernementale actuelle et à relancer une politique de rassemblement à gauche sur des bases et des contenus nouveaux. Donc vous dites, si on a perdu ici ou là, c'est parce qu'il n'y a plus d'électorat socialiste? En grande partie, c'est le cas. Il suffit de regarder d'ailleurs les résultats, de premier tour et les résultats de deuxième tour, et ça fait partie de nos difficultés. Justement, ça n'empêche pas que dans quelques endroits, nous avons aussi à regarder nos pratiques politiques, les raisons pour lesquelles nous perdons. Il y a aussi des progrès de la droite auxquels nous sommes obligés de nous intéresser. On a une réaction, Pierre-Laurent, d'un internaute qui s'appelle Frédéric Cotta. Il nous dit que le PCF a fait une boulette en s'alliant avec le PS. Avec le recul, maintenant que vous tirez à boulet rouge sur le PS, est-ce qu'il ne valait mieux pas se détacher avant les municipales et faire la campagne tout seul face au PS dans cette campagne municipale? Mais vous savez, il y a... par exemple, fallait-il perdre Paris, en plus du reste? Fallait-il perdre encore plus de villes dans cette situation à cause du débat dans la gauche? Moi, je pense que non. Mais comprenez que beaucoup d'internautes se posent la question de la cohérence de votre alliance. Je vais vous citer un exemple. Nous avons perdu un certain nombre de villes, vous le citiez. Dans la moitié de ces villes, nous étions en autonomie au premier tour. Et dans l'autre moitié de ces villes, nous étions en union dès le premier tour. Donc la perte de ces villes ne s'explique pas par la stratégie municipale choisie localement. Tout ça mérite d'être regardé de près. La perte de ces villes, dans la plupart des cas, s'explique d'abord par la violence de la crise sociale qui conduit par exemple beaucoup de gens à s'abstenir, singulièrement dans les milieux populaires. Elle s'explique par le bas niveau de la gauche dû à l'effondrement général du Parti socialiste, à la sanction de la politique gouvernementale, et nous ne parvenons pas partout à empêcher ces pertes. Alors, mais je le répète, en restant un point d'appui extrêmement solide au plan municipal. Alors, on va passer justement à votre actualité du week-end, puisque vous appelez justement une réaction de l'électorat de gauche, de l'électorat populaire, le samedi 12 avril à Paris. Donc c'est une marche, je le disais, contre l'austérité, pour l'égalité et le partage des richesses, exactement. Concrètement, vous appelez manifestement le gouvernement à une relance de la consommation. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'affaiblir nos exportations et d'affaiblir notre compétitivité? Mais écoutez, nos exportations sont dans un état dramatique, puisque nous sommes dans une situation où nous avons un déficit commercial considérable. Et il y a une situation en Europe qui est une situation insupportable, puisque l'Allemagne, qui ne fait pas de croissance, puisque l'Allemagne a 0,3% de croissance, c'est-à-dire c'est une quasi-absence de croissance, fait maintenant 300 milliards d'euros d'excédent sur tous ses partenaires européens. Donc il y a une situation en Europe qui est invivable pour une zone économique qui prétend être
soi-disant dans la solidarité. C'est une situation de domination qui est insupportable et qui se fait en concurrence, en tirant partout en Europe les salaires vers le bas. C'est-à-dire que c'est une guerre à outrance entre Européens au bénéfice des groupes les plus puissants et singulièrement des groupes allemands. La demande va pas aggraver cette politique. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? On continue de tirer encore plus les salaires vers le bas, alors qu'il y a 8 millions de gens qui vivent dans la pauvreté en France, qu'il y en a des dizaines de millions dans l'Europe entière. Est-ce que c'est ça le modèle européen qu'on propose ? Nous disons qu'il faut stopper ça en Europe, et il faut en Europe une politique de protection des droits sociaux et d'harmonisation sociale. Il faut faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire avec les listes du Front de gauche dans les élections européennes. Une petite question de Jaco, un internaute. Il voudrait savoir combien vous attendez de personnes dimanche. Samedi, pardon. Écoutez, plusieurs dizaines de milliers, et plus on sera, mieux ce sera. C'est un appel que nous avons lancé avec beaucoup de personnalités, beaucoup de responsables syndicaux, associatifs. Ça n'est pas un appel seulement des forces du Front de gauche. C'est un appel au sursaut de la gauche dans cette situation pour dire que nous ne voulons pas les victoires de la droite et de l'extrême droite, et que nous voulons une autre politique à gauche. Je pense que ça peut rassembler très largement. On espère un succès le plus massif possible. Je n'ai pas de pronostic chiffré, mais en tout cas des dizaines de milliers de personnes. En dessous de 20 000, ce sera un échec. Pardon ? En dessous de 20 000 personnes. Mais non, mais je peux vous dire qu'on sera beaucoup plus que 20 000 personnes. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on sera aux alentours de 50 000, 100 000 ou plus ? Ça, je ne le sais pas alors qu'il est. Mais en tout cas, plus de 20 000, ça, c'est ça. Allez, on va passer, Pierre-Laurent, notre séquence pour ou contre, spéciale chantier qui attendent le nouveau gouvernement. Et on commence avec une première proposition pour ce pour-contre, Pierre. Sur les suppressions des peines planchers et l'instauration d'une nouvelle peine de probation. Pour ou contre ? Nous sommes favorables à la suppression des peines planchers telles qu'elles avaient été instituées par Nicolas Sarkozy. Elles ont d'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir et qui l'établit, elles ont d'ailleurs montré leur inefficacité totale. Elles ne sont pas efficaces elles ne constituent pas une dissuasion pour la délinquance, pour la criminalité. Elles ne permettent aucun travail sérieux de réinsertion des gens qui effectuent des peines. Donc il faut repenser la politique pénale. Et nous avançons ces propositions depuis très longtemps. Mais pour substituer aux peines planchers des peines de probation, il va falloir des moyens supplémentaires. Donc il faudra que le gouvernement réponde à cette question. Si nous mettons en place des peines de probation, avec quels moyens le ministère de la Justice pourra effectivement mettre en œuvre ces politiques ? Pierre-Laurent, vous savez qu'un des dossiers principaux de cette année 2014 a annoncé la transition énergétique, le projet de loi sur la transition énergétique, pour ou contre une fermeture de Fessenheim et un calendrier de fermeture de plusieurs centrales actées. Écoutez, moi, nous ne pensons pas que c'est la bonne solution. Et pour une raison simple, et on aimerait qu'enfin on sorte d'un débat sur la transition énergétique qui rentre par la petite porte. Il y a une très grande question qui est posée. Allons-nous être capables de répondre au droit à l'énergie dans les années qui viennent, en le faisant à des tarifs accessibles pour notre industrie et pour les usagers. Et donc, est-ce qu'on va empêcher une flambée des prix de l'énergie qui deviendrait insupportable alors que c'est un bien de consommation courante ? Et en même temps, comment est-ce qu'on va le faire en respectant l'environnement et en luttant contre les gaz à effet de serre ? Diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique. Mais le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc c'est une erreur de baisser la part du nucléaire. Nous pensons, notre solution, c'est qu'il faut faire monter dans le mix énergétique les énergies renouvelables au détriment des énergies carbonées. Des énergies pétrolières, gazières, toutes les formes d'énergie carbonée qui sont celles, tous les chiffres le montrent, qui aujourd'hui produisent la pollution et les pics de pollution dont on a parlé. Si je vous entends bien, Pierre-Laurent, il ne faut pas toucher au nucléaire. Il faut rééquilibrer le mix énergétique en faisant effectivement monter les énergies renouvelables, mais à nos yeux, sans abandonner la part du nucléaire. Mais on ne ferme pas Fessenheim. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, soit on décide de sortir progressivement du nucléaire. À ce moment-là, on a une politique de fermeture progressive. Soit on décide qu'il faut un mix énergétique rééquilibré, mais en gardant une part du nucléaire. Mais fermer une centrale pour des raisons symboliques, sans aucune cohérence globale, ça n'a pas de sens. Donc soit on a une politique d'abandon du nucléaire, soit on a une politique qui maintient une part de nucléaire dans le mix énergétique. Et on fait un choix politique. D'ailleurs, nous proposions dans la présidentielle, et moi je suis toujours favorable à ça, qu'à l'issue d'un grand débat sur le mix énergétique, on puisse aller devant les Français
pour confirmer ce choix. Ça pourrait très bien se concevoir. Donc moi, je n'ai pas peur de l'opinion des Français sur cette question. Autre projet d'investissement devenu symbolique, Notre-Dame-des-Landes. Rien n'empêche théoriquement aujourd'hui le démarrage des travaux. Alors pour vous, il faut le faire ou pas, cet aéroport? Écoutez, moi, cette affaire est très mal partie. D'abord parce qu'elle correspondait à mes yeux à un besoin. D'un autre côté, on l'a fait à travers un partenariat public-privé qui est une formule que nous trouvons très mauvaise parce qu'elle coûte cher au fonds public pendant des années. Et donc ce n'est pas une bonne manière de répondre à ces besoins d'investissement dans les grandes infrastructures publiques. Il fallait donc, à mon avis, revoir le projet. Il y a des choses qui ont été faites, y compris pour répondre à des questions, mieux répondre à des questions d'environnement. Il faut voir si les populations, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne se tourne pas vers les populations pour leur demander à travers, y compris un référendum, pour savoir si les populations locales sont favorables ou pas, parce qu'on ne peut pas le savoir à travers les agitations de tel ou tel seulement. Donc on pourrait très bien concevoir ça. La très grande majorité des élus locaux de la région reste favorable à ce projet, même s'il y en a aussi chez nous qui le contestent. Il y a les deux opinions, mais la grande majorité sont favorables. Voilà, donc il faudrait retrouver une procédure démocratique normale pour décider si on le fait. Donc moi je suis ouvert à des évolutions du projet, pas forcément a priori à son abandon, mais je suis prêt à entendre tous les arguments, à continuer à entendre tous les arguments. Pour ou contre une nouvelle loi type écotaxe pour financer les transports publics? Non, elle a été très mal conçue. Il y a un problème effectivement de réorientation du trafic routier qui est trop important. Mais il est trop important d'une part parce qu'on ne développe pas et on n'investit pas dans le fret ferroviaire. Donc on ferait mieux d'abord de réinvestir dans le fret ferroviaire. Et puis ensuite, les pratiques de la grande distribution aussi, il faut le dire, les pratiques de la grande distribution poussent à l'intensification des flux routiers pour alimenter en continu leur chaîne. Donc il faudrait repenser tout ça. Mais le faire en matraquant des gens et des petites entreprises, par exemple, qu'on oblige à utiliser la route est complètement aberrant. Donc la taxe telle qu'elle avait été conçue ne fonctionnait pas. En plus, elle laissait à l'écart les grands axes routiers, celles où il y a le plus de trafic, et elle matraquait les petites entreprises qui étaient obligées d'utiliser la route. Donc c'était une aberration économique et elle a soulevé un tollé à juste titre. Donc si on veut remettre en place un projet qui vise à dissuader le trafic routier, il faut s'y prendre tout à fait autrement. Il faut remettre à plat, comme dirait Ségolène Royal. Il faut remettre à plat l'intégralité du dossier. Il faut un plan national de développement du fret ferroviaire, qu'on attend toujours. Et pourtant, ça devrait être un des axes majeurs d'une grande loi de transition énergétique. Il faut repenser les rapports entre la grande distribution et ceux qui les alimentent dans les grandes régions. Il faut faire ça démocratiquement, en discutant avec les acteurs. Enfin, il faut remettre le dossier à plat, il faut le reprendre à zéro. Pierre-Laurent, on va passer à un nouveau chapitre, un chapitre important dans cette émission, consacré aux européennes élections qui se tiendront le 25 mai prochain. Alors le Parti communiste et le Parti de gauche apparaissent divisés sur le choix des têtes de liste, depuis ce week-end notamment. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, ce matin, à prendre en compte les exigences du Parti de gauche pour trouver un accord rapide ? Non, mais je peux vous dire, puisqu'il y a eu une autre réunion hier soir, que nous sommes en train de finaliser un accord. Cet accord n'est pas le meilleur, qui est aussi bon qu'il aurait pu être. Pour le Parti communiste. Non, pas de. Je vais vous dire pour quelle raison. Pas du point de vue du Parti communiste. Cet accord aurait pu être plus ouvert et plus audacieux qu'il ne l'est. Par exemple, un des points de friction, c'est que nous voulions la reconduction d'une candidature d'une députée sortante du Front de gauche, candidature citoyenne, Marie-Christine Vergiat dans le Sud-Est. Nos partenaires le refusaient. Marie-Christine Vergiat va être à nouveau candidate parce que le Parti communiste va décider qu'une des circonscriptions qui lui est dévolue dans cet accord sera ouverte à cette candidature. Et nous proposions qu'une autre circonscription, grande circonscription, soit également ouverte à une autre candidature citoyenne, et nos partenaires l'ont refusé. Voilà sur quoi la discussion a buté pendant des semaines, c'est que nous voulions des listes audacieuses, ouvertes à d'autres forces, quand d'autres ont préféré qu'on se répartisse les places entre nous. Maintenant,
Maintenant, on va vers un accord. Pourquoi ? Parce que, malgré ces discussions, pour moi, il y a urgence à ce que le Front de gauche aille ensemble aux élections européennes. Dans le paysage politique où il y a le gouvernement Valls et ce paysage politique désastreux en faveur de la droite et de l'extrême droite, il est urgent qu'il y ait des listes Donc du le Front Front de de gauche. gauche Donc sera uni. vendredi, nous avons Conseil national et je pense que nous allons valider un accord pour aller vers des Alors listes vous du Front évoquiez de la gauche aux réunion élections d'hier soir. européennes. Hier soir, on a eu une invitée surprise dans cette réunion qui est le parti d'Olivier Besancenot, le NPA, qui propose de faire également alliance avec le Front de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le NPA n'arrive pas à faire des listes. Le NPA cherche depuis des mois, n'a voulu discuter avec personne, a cherché depuis des mois à faire des listes et n'y arrive pas. Et donc maintenant le NPA qui n'arrive pas à faire des listes dit à Lutte ouvrière, au Front de gauche, etc. Est-ce que vous ne voulez pas prendre quelques personnes du NPA, tout ça, mais sans discuter de contenu, sans rien, tout ça. Et cette proposition vient très tard. Donc pour moi, la question qui est posée, la grande question qui est posée au Front de gauche, n'est pas celle-là. La très grande question qui est posée au Front de gauche, c'est qu'il y a dans la majorité de gauche des socialistes, des écologistes qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Et si le Front de gauche a à reconstruire et à élargir son rassemblement, c'est en direction de toutes les forces de gauche. Le NPA peut en faire partie. Il faudra déposer des listes avec des noms. Mais le NPA peut en faire partie, mais l'essentiel, c'est qu'il y a des socialistes et des écologistes par centaines dans leur parti, par milliers en fait, et par millions dans le pays qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Est-ce qu'ensemble, on va avoir l'audace de progresser, de proposer un nouveau pacte majoritaire à toutes ces forces-là? C'est pour moi la question qui est posée au Front de gauche, et c'est à cette question que moi je vais consacrer les semaines qui viennent. Vous parlez d'audace, mais Jean-Luc Mélenchon semble en avoir, et on a l'impression au contraire, enfin, c'est Chris 56 qui pose la question, qui s'inquiète de l'avenir du Front de gauche, et qui se demande en quelque sorte si comment dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un peu le Bernard Lhermitte qui utilise la coquille Parti communiste pour... Le Front de gauche avait une intention originelle qu'il a développée pendant plusieurs années, qui était de reconstituer une gauche nouvelle et d'appeler à se rassembler autour de ce projet-là. Nous avons mené ce projet à bien pendant plusieurs années, mais aujourd'hui on voit bien que ça ne suffit pas ce qu'on a fait. On voit bien les résultats des élections municipales. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que le Front de gauche s'ouvre, il faut que le Front de gauche se tourne vers des forces nouvelles qui ne peuvent pas être seulement à notre extrême gauche. Il faut que ces forces, elles soient dans le cœur de la gauche. Parce que c'est ça qu'il faut reconstruire face à un gouvernement qui, lui, s'entête à mener la politique de la droite de la gauche et non pas une politique de gauche. Donc pour vous, Valls, c'est une opportunité pour reconstruire quelque chose? Malheureusement, j'aurais préféré que les choses se passent autrement. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont au pouvoir, c'est la droite de la gauche. Et moi, je dis à l'ensemble des forces vives de la gauche, reconstruisons autre chose, parce que sinon, nous n'allons pas résoudre les problèmes du pays, nous n'allons pas résoudre le problème des inégalités sociales, et la gauche tout entière ira dans le fossé aux prochaines élections politiques. Ça rejoint une question qu'on a eue de nombreux internautes, et notamment de Cormoran, qui demande « C'est quoi être communiste en 2014 dans une campagne européenne ?» Eh bien, c'est, dans une campagne européenne singulièrement, c'est penser que l'intérêt des travailleurs, qu'ils soient grecs, espagnols, allemands, français, italiens, portugais, chypriotes, cet intérêt est le même. Face à des pouvoirs financiers et des grandes entreprises qui, elles, sont mondialisées et qui passent leur temps à faire quoi? À opposer les travailleurs entre eux, à les délocaliser, à faire du chantage aux uns en disant si vous ne baissez pas votre salaire, on ira faire du travail ailleurs. Et quand on va faire le travail ailleurs, on dit aux autres travailleurs exactement la même chose. Donc face à des groupes mondialisés qui passent leur temps à diviser le monde du travail, eh bien il faut retrouver l'essence de ce qu'est le combat du mouvement ouvrier. C'est travailleurs européens de tous les pays, vous avez le même intérêt. Et nous voulons une Europe qui protège les travailleurs et qui les protège par des droits sociaux qui soient des droits communs à l'ensemble des travailleurs. Par exemple, il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle les travailleurs détachés, qui est utilisé par les entreprises pour faire travailler des gens à la moitié du SMIC en France, en les payant soi-disant en fonction du droit social dans leur pays. Eh bien, il faut mettre fin à ces pratiques-là.
Il faut revoir de fond en comble la directive européenne des travailleurs détachés pour mettre fin à ces pratiques assez de global mise en là-dessus. concurrence. La plupart des, Mais un partis accord politiques qui ne change rien au fond du problème, puisque cet accord, par exemple, continue de permettre qu'au lieu, quand un travailleur est amené sur un chantier dans notre pays, d'un autre pays, d'un pays de l'Est européen, eh bien, il est payé avec les cotisations sociales de son pays d'origine, et non pas les cotisations sociales françaises. Eh bien, ça introduit un système de concurrence entre les travailleurs qui n'a en fait qu'un seul objectif, c'est de toujours tirer le coût du travail le plus bas possible. On a une question. Eh bien, ça n'est pas un projet de européen. Fillou qui nous parle, lui, de relations de la France avec Merkel et de l'euro. Il nous dit, est-ce que l'euro n'est pas trop fort ? Est-ce qu'on n'a pas une dépendance monétaire, une dépendance politique vis-à-vis de l'Allemagne ? L'euro est trop fort au sens où l'euro est conçu depuis le début comme une monnaie de placement pour les marchés financiers. Les pays les plus puissants d'Europe, et notamment singulièrement l'Allemagne, ont conçu cette monnaie en se disant qu'il faut qu'elle attire le maximum des placements financiers du monde entier pour concurrencer les autres places financières. Le problème, c'est que ces capitaux financiers ne viennent pas pour s'investir dans le développement productif européen, français ou ailleurs. Ils viennent pour demander de la rente financière, pour exiger des rentabilités toujours supérieures et pour le faire contre le coût du travail. Donc ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui s'investissent en Europe que ça va mieux pour nous, parce qu'ils s'investissent sur les marchés financiers pour demander qu'on baisse les salaires et pour avoir de meilleures rentes financières. Donc nous disons qu'il faut changer ce système et c'est tout à fait possible. Il suffit pour ça que les gouvernements européens changent la politique de la Banque Centrale Européenne et disent la Banque Centrale Européenne, elle n'est pas là pour servir des rentes et pour maintenir la qualité des rentes aux actionnaires financiers, elle est là pour financer l'investissement public et l'investissement il faut garder productif. l'euro. Vous dites qu'il ne faut pas sortir de l'euro. Mais je pense que la sortie de l'euro nous jetterait d'une autre manière dans la même mondialisation, elle ne nous protégerait pas plus. Et vous dites qu'il faut faire marcher la planche à billets. Il faut changer la politique monétaire européenne. Et créer de la monnaie. Oui, pour faire baisser on en crée. Mais on en crée pour renflouer les banques, par exemple. Depuis 5 ans, on a créé de la monnaie pour renflouer les banques. Nous disons qu'il faut créer de la monnaie pour, par exemple, financer des investissements publics. Nous avons fait une proposition, je suis président du Parti de la gauche européenne, c'est de créer un fonds social européen exclusivement financé par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne et qui soit exclusivement dédié au financement de projets d'investissement public et de nouveaux projets industriels et qui échappe au recours aux marchés financiers. Eh bien, cette proposition, elle peut être mise en œuvre demain, même sans changer d'ailleurs les traités européens. Elle peut être mise en œuvre demain. Eh bien, moi je dis que la France devrait exiger ce type de mesures plutôt que de courir derrière toujours Angela Merkel comme le fait François Hollande et avant lui Nicolas Sarkozy. On va clore ce dossier, Pierre-Laurent, mais avant je vous soumets une question de Jean qui nous dit « Je suis militant du Front de gauche et j'ai l'impression qu'à plusieurs élections, notamment législatives, désormais aux européennes, le Parti communiste s'estime plus légitime que le Front de gauche, que le Parti de gauche, pour présenter ses candidats. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour que les tensions bon, il y a un front de gauche avec des forces politiques diverses. Le Parti communiste est la force la plus importante de ces organisations. C'est un fait. C'est pas de l'arrogance, c'est pas tout ce qu'on veut. C'est un fait. Bon. Donc, par exemple, dans les élections municipales, quand on regarde les forces sur le terrain, dans un très grand nombre d'endroits, quand on cherche les forces qui sont capables de conduire le mieux possible les forces du Front de gauche à la bataille, c'est très souvent un pour les communiste. municipales. Mais dans la configuration parce des que européennes, ça traduit une implantation territoriale qui est ancienne et qui a de la valeur. Mais qu'on ne dise pas au Parti communiste qu'il a produit des actes politiques qui visent à minorer la place de ses partenaires, quand par exemple il a désigné Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle pour justement crédibiliser, donner de la dynamique à cette construction politique. Donc nous n'avons cessé de produire des actes qui étaient des actes pour conforter et élargir le front de gauche. Et ce que je disais sur les élections européennes le montre encore tout à l'heure. Nous aurions souhaité un arc de force plus large encore dans la représentation des candidatures du front de gauche. Et nous n'allons pas renoncer, parce que je pense que c'est l'avenir pour le front de gauche. Ce serait quoi un bon résultat pour vous aux européennes ?
Il faut un résultat très supérieur à ce que nous avions fait en 2009. Nous avions fait 6,5%. Donc il faut un résultat à 2 chiffres. Oui, il faut un résultat à 2 chiffres. Il faudrait même, dans certaines circonscriptions, monter plus haut. Je pense que nous pouvons avoir dans les élections européennes une grande ambition parce que nous allons être la seule possibilité de voter pour dire nous voulons en France et en Europe une gauche anti-austérité. Le bulletin de vote du Front de gauche est le seul qui permettra ça. Une gauche qui soit à la fois respectueuse des souverainetés populaire et nationale, et en même temps pour une Europe de solidarité. Et ça, c'est avec le Front de gauche qu'on va pouvoir le dire. Donc je pense que nous pouvons être très hauts dans ces élections. Pierre-Laurent, il nous reste 4 minutes pour finir cette émission. Dernière séquence de l'émission. On revient sur les actualités qui ont marqué la semaine dernière. Et on revient sur le premier événement qui a marqué jeudi dernier, Michel. On va sortir un peu de France pour aller en Ukraine. Donc jeudi, l'Ukraine accuse Yanukovych et la Russie d'être impliqués dans la tuerie de la place Maïdan. Aujourd'hui, qui du nouveau gouvernement ou de la Russie ou de Poutine est le plus légitime ou le moins légitime dans cette affaire de la Crimée? Je crois que le problème, c'est qu'on est... ils ne sont pas légitimes ni les uns ni les autres, et qu'il faudrait retourner au plus vite à un processus démocratique en Ukraine qui redonne la parole aux Ukrainiens. Les visées impériales de la Russie, les visées impériales à l'ensemble des Ukrainiens, et on aurait dû faire ça dès le début du processus. Et or là, on a d'un côté des visées impériales de la Russie, c'est évident. On en a d'autres de l'Union européenne, des Américains qui se sont beaucoup mêlés du dossier, qui ont même mis l'OTAN au milieu de ce dossier, ce qu'il ne fallait sûrement pas faire. Et on a un gouvernement ukrainien dont on sait qu'il comporte des forces ultranationalistes et même certaines qui sont des forces d'extrême droite violentes, qui a pris le pouvoir dans des conditions qui sont extrêmement discutables. Donc l'urgence pour tout le monde, serait de remettre autour de la table l'ensemble de ces forces et de garantir le retour à un processus démocratique où les Ukrainiens pourraient décider de leur avenir. On passe à l'actualité de dimanche. Dimanche, oui, c'est Jean-Louis Borloo qui a annoncé qu'il se retirait de la vie politique. Est-ce que pour vous, ça va avoir des conséquences et qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, la première chose, c'est que semble-t-il, c'est pour des graves problèmes de santé. Donc on ne peut que souhaiter à n'importe quel homme politique, fût-il un adversaire comme Jean-Louis Borloo pour moi, qu'il retrouve la santé. Ça c'est la première chose. Par ailleurs, vous savez, moi, en politique, contrairement à la personnalisation de la vie politique qui nous envahit, je ne pense pas qu'une femme ou un homme politique soit indispensable en toutes circonstances. Je ne nie pas le rôle que peuvent jouer des individualités dans la vie politique, ça compte, mais je pense que dans des partis politiques qui sont constitués, qui sont des constructions collectives, c'est vrai pour le mien comme pour tous, il y a les ressources et les moyens de trouver des hommes politiques. Il n'y a pas de femmes et d'hommes politiques providentiels. Pour moi, ça n'existe pas. Je sais bien qu'on fait croire ça en permanence et qu'on fait croire aux gens que la solution, c'est de trouver la femme ou l'homme présidentiel en permanence. Je pense qu'en procédant comme ça, on passe notre temps à affaiblir la démocratie au lieu de la renforcer. On devrait au contraire dire aux citoyens, la solution est entre vos mains, elle n'est pas dans la recherche d'une femme ou d'un homme providentiel. Et en disant cela, je le répète, je ne dis pas quelque chose à charge contre Jean-Louis Borloo, ça n'a rien à voir. Jean-Louis Borloo est dans une situation personnelle difficile et chacun doit respecter ça. Mais je pense qu'il y a des forces politiques, il faut qu'elles travaillent avec les forces qui les constituent, avec les individus, les femmes et les hommes qui les constituent. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Ce sera le mot de la fin, Pierre-Laurent. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct politique. Merci messieurs d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Merci chers internautes d'avoir été avec nous. On se retrouve pour un direct politique mardi prochain, même heure, même endroit. À bientôt.